Notre corps a un seuil de tolérance absolument faramineux. C'est-à-dire longtemps on tolère, on ne se rend pas compte qu'on a plein de soucis de santé. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je reçois un ovni ce matin, le docteur Olivier Vankemel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue, vous exercez à Lille depuis 25 ans, vous êtes installé en urologie, une spécialité médico-chirurgicale, où écrivez-vous, vous traitez en tant que médecin les troubles urinaires et opérez, si besoin, en tant que chirurgien, les maladies de la vessie, de la prostate et des reins. Qu'est-ce qui vous a amené à l'urologie ? Alors à l'urologie, c'est justement ce que vous venez de dire, c'est médico-chirurgical. Je ne me voyais pas pratiquer la chirurgie qui est... alors c'est assez extraordinaire de pouvoir mettre la main, d'être acteur de la médecine et du soin, mais j'avais bien conscience que la chirurgie, arrivée à un certain moment, pouvait être fatigante, chronophage, et je voulais une spécialité médico-chirurgicale. Donc c'était ça, médico-chirurgicale, c'est-à-dire on fait de la médecine comme les médecins et on fait de la chirurgie comme les chirurgiens. Donc il y en a quelques-unes, c'est la chirurgie ORL, c'est la gynécologie, c'est l'ophtalmologie, c'est l'urologie. Voilà comment je suis arrivé à l'urologie. Pendant les 10 premières années de votre vie professionnelle, vous avez appliqué des recettes apprises dans les livres, validées par des diplômes, persuadé que la médecine hyper spécialisée était un progrès pour tous. Et puis, au fil des ans, vous vous êtes rendu compte que les médecins parlaient une langue que les patients ne comprenaient pas. Pourquoi les patients ne comprenaient pas votre langue ? Parce qu'on a, c'est comme chez le notaire, le garagiste, l'artisan, le médecin a son langage propre. Donc c'est la langue française, mais c'est pas le langage forcément des gens. Et je pense, nous, en général, dans le monde médical, on a l'impression que, c'est mon impression à moi, donc je veux dire, que les gens, en fait, faites-nous confiance. On est là pour vous, faites-nous confiance. Et implicitement, ça peut, à certains moments, vouloir dire obéissez-nous. Et moi, au début, je pensais que c'était suffisant, finalement. Or, il y a quand même le mari, les enfants, l'épouse, il y a le patron, il y a les contraintes de la vie de tous les jours. Et j'aime bien cette notion de dire que quand il y a tous ces aléas à côté et que inconsciemment, le docteur vous demande d'obéir, le risque, c'est de désobéir. Et pour le coup, quand on a compris, on ne peut pas décomprendre. C'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Décomprendre. Décomprendre n'existe pas. Oui, mais alors il faut un message qui soit compréhensible. Et c'est justement tout l'art qui est et c'est l'art du partage. Et c'est pour ça que ce livre est le fruit de toute plus de 25 ans de travail et de recul. C'est de se dire, mais bon, le patient là qui est en face de moi, il me comprend, il faut qu'il comprenne ce que je veux pour lui, mais moi, est-ce que je le comprends suffisamment ? Est-ce que je réussis à me mettre quand même un petit peu à sa place pour que ce que je lui demande de faire puisse être approprié à la situation présente ? L'idée, c'est qu'il puisse choisir dans quel ordre il va changer. Certains vont mettre de l'activité physique, d'autres vont changer leurs habitudes, d'autres vont se reposer, enfin, il y a un certain nombre de choses, et donc il faut leur offrir, si vous voulez. Voilà, choisissez. Et moi, surtout, je dois parler un langage que vous comprenez. Le livre dont vous parlez, c'est La santé sans ordonnance, aux éditions du Rocher. Comprendre les lois du corps humain pour transformer la vie. Et vous ne parlez pas de maladie, mais vous parlez de santé. Il y a 15 ans, vous découvrez la micronutrition. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique, la micronutrition ? La micronutrition, c'est... comment dire, j'aime bien cette notion de dire que chaque cellule de notre corps est un mini-nous. Voilà, et nous sommes faits plusieurs centaines de milliards de mini-nous, et que finalement on a l'impression que ce qui nous nourrit, c'est beaucoup l'alimentation, mais quand on y va regarder un petit peu plus en profondeur, et si on va regarder chacune de ces cellules, on se rend compte qu'il y a ce que j'appelle donc les 5 piliers de la santé qui sont dans ce livre, l'eau, l'activité physique, l'oxygène, l'alimentation, il y a la vitamine D, il y a toute une série d'énergies sources d'énergie qui vont permettre à la cellule d'optimiser la façon dont elle fonctionne. Jusqu'à maintenant, je trouvais alors c'est une médecine holistique, globale, on va dire, cette médecine, la micronutrition, plus dans le détail. Avant, c'était plus global dans le sens obéissez-moi, quoi, faites ce que je vous propose, sans que ce soit péremptoire, je pense. Enfin, ceci dit, avant, les patients étaient beaucoup plus obéissants. Ils ne remettaient pas en cause la parole du... Oui, et ils n'étaient pas allés sur Internet avant
Oui, pour valider un diagnostic quand même. Beaucoup plus de tentations aussi, beaucoup plus de tentations. Il y avait beaucoup plus d'opportunités d'avoir de l'activité physique. Il y avait ma grand-mère, par exemple, a mangé bio les 70 premières années de sa vie sans faire exprès, puisqu'il y avait que ça. C'était locavores, nos grands-parents. Voilà. Donc là, c'est un petit peu remettre l'église au milieu du village. Et le fait de comprendre comment marche. Vous savez, la biologie, par exemple. La biologie, ça veut dire quoi? Bio, ça veut dire vie. Logie, logos, ça veut dire le discours. Eh bien, parler de la biologie, c'est parler le discours de la vie. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans les études de médecine, les 2 premières années où on est quand même un peu en mode gavage, alors c'est pas un jeu de mots, mais ça pourrait l'être, on passe un concours qui est quand même assez difficile, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai gardé. La 2e année n'est pas plus facile. Eh bien, ce sont les 2 premières années où on fait de la biologie. Après, le 2e, 3e, 4e cycle des études de médecine, c'est quoi? C'est de la pathologie, donc c'est le langage de la maladie. Donc on oublie le langage de la vie. On devient des spécialistes de la maladie et je pense que évidemment il faut être capable de traiter la maladie, ça c'est important, mais il faut être capable de comprendre le langage de la santé, c'est-à-dire que c'est important de savoir réparer une voiture, très important, mais c'est pas mal d'avoir appris le code de la route avant quand même. Donc moi j'aime bien ce langage métaphorique qui, quand vous dites ça à des patients, ils se disent ah ouais quand même c'est pas bête cette affaire, et c'est assez rigolo de voir que quand vous avez un accident, quand vous avez un accident de la route, eh bien on peut vous prendre votre voiture, on va peut-être vous prendre votre permis, et puis on va vous dire, monsieur Robichon, il va falloir retourner faire un petit cours, un petit stage à l'auto-école. Eh bien, un cancer, une maladie grave, c'est quoi? C'est peut-être un accident de la vie. Et un accident de la vie où on va finalement à la clinique, à l'hôpital, c'est-à-dire au garage, on va voir les praticiens de santé, on va voir les garagistes, mais alors qui va à l'auto-école? Qui va apprendre ce code de la route, qui va faire un petit stage. Et je dois vous dire que moi, je me suis vraiment amélioré. Parce que il y a une 20aine d'années, je pense que j'étais beaucoup moins tolérant que maintenant, mais je n'étais pas expérimenté. Et je ne comprenais pas que les patients avec qui je parlais, je leur disais, alors en urologie, vous savez bien que nous, on demande aux gens de boire de l'eau, par exemple. Alors ils disaient, oui, je sais, docteur. Donc moi, je pouvais dire, bon, il sait, c'est bon, quoi. Mais ils revenaient 6 mois plus tard avec à nouveau des problèmes, surtout les infections urinaires chez les dames, et sans me rendre compte que mes explications n'étaient pas assez claires. Mon livret du code de la route n'était pas assez précis. Bien. Un des 5 piliers de la santé, c'est l'eau. Ouais. Quelle est la couleur normale de l'urine? Alors, la couleur normale de l'urine, c'est clair, transparent en journée, c'est-à-dire que c'est normal le matin que votre pipi soit jaune, et c'est l'idée que beaucoup de personnes gardent. C'est assez étonnant en consultation. L'idée, c'est que les gens pensent que la couleur de l'urine, c'est jaune. Pardon, oui. Ils pensent que c'est jaune. Et très souvent en consultation d'urologie, mon expérience, c'est que quand je demande à un patient ou une patiente quelle est la couleur de votre urine, très souvent ça les surprend, la réponse n'est même pas une couleur, ils disent normal, comme si le jaune était une définition. Le ciel est bleu, l'urine est jaune. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Oui. Parce que moi, je pensais que la couleur normale de l'urine, c'était jaune. C'est jaune. Alors moi, souvent, sur le ton de la boutade, je dis, écoutez, on va appeler un peintre et on va lui demander de faire le salon couleur normale. On va avoir des surprises. Donc, normal, c'est pas une couleur. Et la couleur normale de l'urine, le matin, c'est jaune parce que la nuit, on ne boit pas, parce que le foie travaille, et élimine des toxines, comme les reins travaillent et éliminent des toxines. Et là, on a une urine concentrée. Par contre, en fin de matinée et dans l'après-midi, c'est blanc comme de l'eau, c'est transparent. Ça, c'est la couleur normale de l'urine. Bien. Et ça, vous dites c'est un vrai message. Que la couleur de l'urine, c'est le baromètre de notre hydratation. Baromètre de l'hydratation, oui, c'est vrai. Et tous les athlètes, pour avoir côtoyé et côtoyé encore des athlètes de haut niveau, les athlètes de haut niveau, ils font pipi clair. Ça, cette expression, elle est belle parce qu'elle est simple, c'est 2 mots, pipi clair comme de l'eau. Donc ça, c'est chaque cellule de notre corps ressemble à une piscine. En fait, vous êtes fait d'eau, quoi. Alors, c'est ce que vous expliquez, sauf qu'à la piscine, il y a quelqu'un qui vient vérifier la qualité de l'eau. Donc, c'est à nous de la vérifier. C'est à nous de vérifier, effectivement. Mais comment on vérifie la qualité de l'eau? En fait, est-ce qu'on a besoin de vérifier si dès le départ, on a compris comment ça marche? On n'a pas besoin d'aller faire la police. Vous pouvez faire confiance aux gars qui s'occupent de votre piscine, comme vous pouvez faire confiance à vos habitudes de vie parce que vous avez une alimentation
qui normalement doit être essentiellement végétale. Nous sommes faits pour être essentiellement alimentation végétale et avec quelques protéines. Donc l'alimentation, vous n'avez pas besoin d'aller faire un contrôle de votre pH urinaire, hein, puisque ça on peut le faire. Mais l'alimentation végétale, fruits, surtout légumes, légumineuses, mais surtout légumes, c'est ça qui vous permet d'avoir une eau intérieure, j'appelle ça la mer intérieure, qui est alcaline. C'est un baromètre phénoménal de la santé du corps. Hein, on a autour de toutes nos cellules, alors toujours des images, parce que quand on parle un langage de médecin, il n'y a plus personne qui Nos cellules, comprend. c'est de l'eau. Nos cellules, c'est de l'eau. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, nos cellules, c'est de l'eau. Ouais. Et autour de nos cellules, c'est de l'eau aussi. Votre corps, nous en chirurgie, quand on opère, vous ouvrez le corps de quelqu'un, c'est humide. Il n'y a rien qui soit sec à l'intérieur du corps d'une personne. Et en chirurgie, on le sait. Il n'y a rien qui soit sec, si vous voulez. L'eau est partout. Alors, il y a des parallèles assez extraordinaires, moi, je trouve. Alors, je ne sais pas quelle est la dimension qu'on pourrait donner au propos, mais le poids d'une dame, c'est 60-65% de l'eau. Le poids d'un homme, on dit, c'est 65-70% d'eau. La surface de la Terre, c'est 70% d'eau, je crois. Et un arbre, c'est 50% d'eau. En fait, l'eau, c'est vraiment partout, je veux dire. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et alors, j'aime bien cette image aussi, c'est que notre premier milieu de vie, c'est l'eau. C'est-à-dire, on a dans le liquide amniotique de la maman, quand on est la poche des os, on appelle ça d'ailleurs la poche des os, quand on est embryon, c'est de l'eau. Donc, et on a tous appris. J'ai marqué parce que j'ai essayé de mettre un peu de poésie dans un livre que je veux surtout pas que ce soit un livre de médecin, de pathologie. Non, c'est un livre d'encouragement. On a tous appris à nager et à boire avant de savoir respirer et marcher. Et l'eau, c'est la base. D'ailleurs, la vie sur Terre vient de la mer. C'est que la question qui revient souvent, c'est mais alors, docteur, il faut boire combien par jour ? Oui, très souvent cette question. Alors moi, j'ai plusieurs petites réponses du tac au tac. Je dis, Astérix et Obélix ne boivent pas la même quantité d'eau. Voilà, et dans une voiture, selon que vous allez à Bordeaux ou à Paris en venant de Lille, vous ne mettez pas la même quantité d'essence et en fonction aussi de la cylindrée de votre moteur. Donc en fait, tout est question de personnalisation de la prise en charge. C'est pour ça que le seul repère... Moi, si je vais à Bordeaux en voiture, pour être sûr que j'ai mis assez de carburant, quelle que soit la nature de mon moteur, eh bien, c'est quand je serai arrivé. Bon, j'arrive à Bordeaux, je viens de Lille, j'arrive à Bordeaux, c'est bien, je sais que j'ai bien géré mon truc, j'ai mis assez d'essence. Eh bien, pour savoir si vous avez atteint la destination santé de l'hydratation de votre corps, la destination santé de l'hydratation, c'est pipi clair comme de l'eau en journée. Donc c'est pas 1,5 litre, c'est pas 2 litres, c'est pas 3 litres, c'est pipi clair. C'est pipi clair. On est bien barré avec ça. Hein. Ben oui. Tu bois assez, tu fais pipi clair ? Exactement. Exactement. Et ça rend service. Vous imaginez pas le nombre de gens à qui ça rend service. Parce que notre corps a un seuil de tolérance absolument faramineux. Je veux dire, si moi je renverse 3 gouttes d'eau sur mon clavier d'ordinateur, ça va pas bien le faire, comme on dit. Hein. Tandis que, et donc, l'ordinateur a une susceptibilité majeure. Notre corps a une susceptibilité mineure. C'est-à-dire longtemps on tolère. On se rend pas compte qu'on a plein de soucis de santé. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas assez d'hydratation. Je veux juste terminer sur ce sujet-là. Si on ne boit pas assez, on ne peut pas faire pipi clair. Ah non, vous aurez une urine... Attendez, votre corps est très intelligent. D'accord, on aura forcément une urine jaune. Oui, ouais. Attendez, moi, si j'ai pas assez d'argent, je vais pas le jeter par les fenêtres. Donc, si votre corps n'a pas assez d'eau et qu'il se sent déshydraté, il concentre l'urine pour garder le maximum à l'intérieur et il réabsorbe l'eau des selles pour garder le maximum à l'intérieur. Donc, pipi clair et c'est le baromètre parce que si vous êtes déshydraté, c'est pipi jaune, caca dur. Voilà, j'ai invité cet après-midi le docteur Olivier Van Kemmel qui vient nous parler de son premier livre, La santé sans ordonnance, aux éditions du Rocher. Et je vous l'ai dit dans votre livre, vous êtes le premier qui explique simplement, clairement, de façon pédagogique, les IG, les index glycémiques. Ouais. Merci. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens. Alors, c'est un super sujet. C'est une révolution, la compréhension des index glycémiques. Ouais. Mais au niveau des explications, pour l'instant, on a l'impression que les gens n'arrivent pas à diffuser. On parlait tout à l'heure de la couleur de l'urine. Je vous parlais de la couleur de l'urine parce que vous dites qu'un des piliers de notre santé, c'est l'hydratation, c'est l'eau.
le meilleur moyen de savoir si on a bien bu, c'est la couleur de nos urines. Et vous avez arrêté la première partie de cette émission en disant que si on buvait pas assez, c'était pipi foncé et caca dur. Ouais. Et donc, eh bien, le défaut, le manque d'hydratation est aussi un important facteur favorisant de la constipation. Ouais. Voilà. Et c'est assez étonnant de voir le nombre de gens qui, en augmentant simplement leur hydratation, améliorent leur transit. C'est assez étonnant. Bien. Alors, parmi les 5 piliers de la santé, il y a la respiration, et nous avons perdu la respiration abdominale, la respiration ventrale. Mais en fait, aujourd'hui, vous expliquez très bien, la respiration, c'est un automatisme. Donc aujourd'hui, on ne réfléchit pas à la façon dont nous respirons, ce qui fait qu'on respire avec le thorax, et ça, c'est pas la bonne idée. C'est-à-dire que ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez optimiser les échanges gazeux, c'est-à-dire optimiser la quantité d'oxygène qui va arriver dans votre sang, eh bien, la respiration abdominale va permettre de rentrer beaucoup plus d'oxygène dans vos poumons et donc beaucoup plus d'oxygène transféré dans le sang. Il y a une image très simple, un petit dessin que je fais très souvent en consultation, parce que la respiration, c'est quand même le moyen de se relâcher. Alors d'abord, on va revenir au petit dessin. Le petit dessin, les poumons, ça a une forme de pyramide, comme la pyramide d'Égypte. Et vous comprenez bien que quand on respire avec le diaphragme, le muscle qui est entre le thorax et l'abdomen, et quand ce diaphragme descend et se comporte avec la base des poumons comme une ventouse, eh bien quand ce diaphragme descend et attire avec lui la base des poumons, vous vous élargissez beaucoup plus la capacité d'entrée d'air que si vous étirez les poumons par le haut, par la pointe des pyramides. Ce que l'on fait ce que les gens disent souvent, ils gonflent les poumons, c'est le réflexe, je veux dire 8 fois sur 10, peut-être 9 fois sur 10. Alors c'est très rigolo de voir que finalement, quand on sait que la respiration est le moyen de se relâcher, c'est assez étonnant de voir que quand on respire avec le thorax, en gonflant la poitrine, cette expression. Ce qu'on a tous tendance à faire. Eh bien, on termine avec les muscles du cou tendus, les muscles intercostaux tendus. Alors moi, je dis souvent aux gens, mais c'est bizarre parce qu'on est tendu pour être détendu. Comment est-ce qu'on peut être tendu et détendu à la fois ? Le rôle principal de notre cage thoracique, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas de respirer. Non, c'est de vous protéger. La nature est absolument extraordinaire. Quand on peut regarder le corps, les mini-nous, les cellules et l'anatomie avec une sorte de regard extra-médical, eh bien on se rend compte que finalement l'os protège tous les organes nobles. Le cerveau, protégé par le crâne. Alors là, c'est quasiment fermé. C'est pour vous dire que c'est important quand même d'aller protéger le crâne. La colonne vertébrale protège la moelle épinière comme le fourreau protège la lame du sabre. Et puis après, vous avez les côtes protègent tous les organes nobles. Donc vous avez les poumons, le cœur, le foie, la rate, vous avez l'estomac, vous avez en arrière les 2 reins. C'est assez extraordinaire. Et puis vous avez tout en bas, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les organes génitaux qui sont protégés par le bassin. Et au milieu, là, à disposition, et c'est là qu'on peut prendre des coups dans le ventre, ça va abîmer rien, puisque ce sont des organes pleins d'air. C'est le côlon et l'intestin grêle. Dans la nature, absolument extraordinaire, c'est-à-dire que tout est réfléchi. Ouais. Tout est réfléchi. Donc, alors nous, on l'apprend dans les écoles de journalisme, dans des écoles d'animation, à respirer avec le ventre. Oui. Mais c'est pas inné en fait. Ça n'est plus inné. Donc on devrait l'apprendre quand on est petit et finalement l'intégrer pour plus avoir à y penser. Oui, mais toutes les personnes qui font du chant, de la musique, tous ces gens-là, vous leur dites ça, mais oui, évidemment. Je veux dire, les athlètes de haut niveau, les vrais, ceux qui sont... j'imagine que Usain Bolt, qui fait le zouave avant de courir un 100 mètres olympique et de battre un record olympique, lui, la respiration abdominale, il connaît, parce que là, à ce moment-là, il met vraiment beaucoup d'oxygène dans son sang, et puis voilà, ces gens-là maîtrisent, si vous voulez, ils sont calmes. Et c'est là où la respiration... Oui, mais c'est devenu un automatisme. C'est devenu un automatisme. Donc, la question ne se pose pas. Voilà. Ouais. Mais et c'est un automatisme qui est présent la vie durant dans le monde animal. Vous regardez un chat, un chien qui respire, il n'y a que le ventre qui bouge, sauf quand ils sont au taquet. Voilà. Et nous, c'est vrai qu'on l'a oublié. Comment on apprend à respirer avec le ventre ? D'abord en partageant la connaissance, en prenant conscience de ce phénomène-là, en se rendant compte que finalement c'est pas idiot, finalement, mais c'est vrai. Et puis au début, on s'entraîne,
On s'entraîne, vous savez, on met le fer à repasser, on met le drap et puis on reprend le bon pli. Et puis après, ça devient une habitude. Voilà, c'est une habitude. C'est une habitude à instaurer, et c'est pas péremptoire, voilà, c'est possible, c'est des petits moments de respiration le matin quand on se lève, c'est quand on va se coucher. C'est extraordinaire de faire de la respiration abdominale avant de s'endormir. Ça vous apaise, hein, c'est quelque chose, c'est incroyable ça. Moi, en consultation en urologie, on fait des actes techniques, c'est-à-dire on peut faire des cystoscopies, on fait des choses où les gens ils peuvent avoir un petit peu d'appréhension. Je dis pas aux patients, détendez-vous, parce que détendez-vous, c'est le résultat. Moi, je leur donne le moyen. Le moyen, je leur dis respirez. Et respirez avec le ventre, doucement. Et si vous respirez avec le ventre, détendu, c'est une conséquence. Si vous mettez l'objectif sans donner le moyen, ça ne va pas aller, si vous voulez. La respiration, c'est extraordinaire. Vraiment, respirer, ça apaise. Au feu rouge, voilà, pendant les réclames, le matin, vous vous levez, avant de vous coucher, respirez avec le ventre. C'est gratuit. Ah, ça coûte rien. Ça fait partie de ce que vous appelez notre pharmacie intérieure. C'est le premier carburant de la vie, parce que si on avait l'oxygène payant, tout le monde vend sa maison, sa voiture, on vend tout. Hein. C'est quand même un truc extraordinaire. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est fabuleux, cet oxygène. L'oxygène, je l'ai marqué, je trouve que c'est beau de jouer avec les mots comme ça, c'est au menu de toutes les cellules. Voilà. C'est comme l'eau, en fait. Hein. C'est comme l'eau. Hein, c'est pareil. Voilà. C'est comme l'eau, c'est comme le gaz carbonique aussi, qui est une toxine qui va être éliminée. L'eau, l'oxygène et le gaz carbonique, ce sont 3 molécules qui n'ont pas besoin d'autorisation pour rentrer et sortir des cellules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de récepteurs, il n'y a pas besoin d'hormones. Ça rentre, ça sort comme vous voulez, si vous voulez. C'est tellement important que là, on ne rigole pas. Il faut que ce soit simple. Et quand c'est simple, souvent, c'est que c'est que ça a été bien réfléchi. 3e pilier de notre santé, le soleil. Votre grand-mère a été guérie de la grippe espagnole. Oui, j'ai toujours entendu ça. Écrivez-vous grâce au soleil. J'ai dit... Entre autres. Oui, voilà, c'est ça. Après, j'y étais pas, mais j'ai plaisir à penser ça. C'est-à-dire qu'en 1918, elle est partie à Saint-Valery-sur-Somme. C'est ma maman qui m'a toujours dit ça. Puis ma grand-mère aussi, puisque j'ai eu la chance de la connaître. Et puis, à l'époque, on savait pas trop quoi faire. Il faut quand même se rendre compte que les antibiotiques, le premier antibiotique, c'est 1929. Le premier antibiotique sur un mode industriel, c'est 1941. Donc en fait, avant, il y avait quoi ? Il y avait juste la pharmacie de la nature, pour le coup. Et puis beaucoup de bon sens, et beaucoup de sens de l'observation, ce que Hippocrate a dû avoir de façon très aiguë à l'époque. Et donc l'idée, c'est de dire, on l'a envoyé pour pas recroiser son père qui revenait du front, qui était tuberculeux. Alors la tuberculose plus la grippe espagnole, ça aurait certainement fait beaucoup. Et elle s'est retrouvée à Saint-Valery-sur-Somme, à manger du poisson, à sortir tous les jours, à profiter de la lumière du soleil et à avoir de l'air iodé. Là, ça coche quand même beaucoup de cases d'une santé qui coûte rien, finalement. Voilà. Et ça vous retapait, finalement. Écoutez, tous les sanatoriums ont toujours été dans les montagnes exposés au soleil, tous. Voilà. Et combien il y a de gens au mois de mai qui se disent « Oh, c'est quand même extraordinaire, je vais mieux, quoi. » Alors, c'est le moral, mais... Il n'y a pas que le moral, on l'a bien vu. C'est au niveau immunitaire, au niveau physiologie, au niveau comportement cellulaire, la vitamine D, c'est juste, c'est quoi ? C'est un élixir. Alors la vitamine D qui a été découverte quelques années après les antibiotiques en 1932, et vous expliquez. Alors ce que personne n'explique jamais, c'est la façon dont on doit prendre la vitamine D pour qu'elle soit efficace. Oui, alors... C'est pas que personne, vous êtes gentil avec moi en disant ça. Moi, je l'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu que. Alors, vous expliquez que si on veut que la vitamine D soit efficace, il faut la prendre avec du gras. En fait, il y a de la logique derrière, c'est-à-dire que la vitamine D. Expliquez-nous. La vitamine D, c'est une molécule qui est produite à partir du cholestérol. Voilà. Donc la vitamine D, c'est un corps gras. Donc votre corps, on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'eau. Si vous absorbez une molécule grasse dans votre corps qui va glisser sur la muqueuse de votre intestin où il y a une couche de gel qu'on appelle le mucus, qui est de la flotte, c'est exactement comme si vous mettez une goutte d'huile d'olive dans un verre d'eau. Elle va pas flotte. Ça flotte. Et donc ça va probablement, ça va glisser en grande partie, se retrouver dans vos selles, si vous voulez. Tous les corps gras que nous mangeons dans notre alimentation doivent être mycélisés, coupés avec des paires de ciseaux miniatures en mini gouttes d'une taille infime pour pouvoir traverser la paroi intestinale. Et ça, c'est le boulot du pancréas qui fabrique des enzymes pour ça. C'est le boulot aussi des selles biliaires. Alors,
pour que le pancréas et le sel biliaire se sortent les mains des poches, il faut que ça vaille le coup, parce que voilà, si vous avez une goutte, une ampoule le matin, vous avez pris un café, une tranche de pain sec ou juste un café, vous comprenez bien, en plus c'est de la flotte le café, votre vitamine D, ça va glisser. Tandis que si vous prenez la vitamine D avec des corps gras, du fromage, avec un poisson, avec un assaisonnement, eh bien là, l'organisme, voilà, j'aime bien ces expressions qui ne sont pas des expressions médicales, se sortent les mains des poches et tout le monde se met à bosser. Et donc là, vous optimisez considérablement votre capacité à absorber cette vitamine D que vous avez prise. Donc la prendre le matin, le soir, le midi, la prendre avec du gras, c'est ça le plus important. Et là, vous optimisez la capacité de votre organisme à en tirer les bienfaits. Alors surtout si vous prenez une ampoule mensuelle, vous avez tout intérêt à ce qu'elle soit rentabilisée. Il faut être au taquet ce jour-là. Si vous avez une gastro ce jour-là, c'est pas une bonne idée. Vous ne choisissez pas vos jours de gastro. Non, on ne choisit pas, mais vous savez bien que si vous êtes un peu barbouillé, c'est peut-être pas le jour-là que vous allez apprendre quand même. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le bouquin, en fait, moi je répète ce que j'ai entendu dire, j'ai rien créé dans tout ce que j'ai écrit dans ce livre. Ma seule caractéristique, c'est peut-être la façon de le formuler. C'est sûr que si vous prenez votre vitamine D répartie sur plusieurs jours, vous mutualisez le risque de ne pas l'absorber le jour où vous la prenez. Donc c'est mieux, c'est préférable. C'est mieux, c'est mieux. Sauf si vous êtes dans un institut de personnes dépendantes, de personnes âgées, de personnes polymédicamentées, si vous avez des personnes qui sont pas observantes, vous n'êtes pas sûr qu'ils prennent leur comprimé, leur traitement, à ce moment-là, vous pouvez faire une dose de charge, vous donner une ampoule par mois, ça a le mérite d'être fait. Voilà. Mais vous, moi, on va dire dans la vie de tous les jours, c'est mieux de répartir votre dose de vitamine D sur la semaine, ou, parce que ça peut être casse-pied de faire ça en plus des activités de tous les jours, vous regroupez tout sur le week-end, et vous dites le week-end, c'est le repos, c'est le soleil, c'est la vitamine D, voilà, petit moyen mnémotechnique, ça permet de ne pas l'oublier. La santé sans ordonnance, c'est le titre du livre du docteur Olivier Van Kemmel, qui est notre invité jusqu'à 13h. On parlait de la vitamine D avant la pause. La vitamine D qui a beaucoup de vertus, finalement, anti beaucoup de choses, quand on y pense. Oui, s'il y avait vraiment... Donc c'est la fille du soleil. Voilà. La vitamine D est produite par l'action du soleil sur notre peau et elle agit sur le sang qui passe dans la peau, où elle va transformer le cholestérol pour produire cette vitamine D. Voilà. Et la vitamine D a de multiples propriétés. Une propriété qui est quand même très intéressante, c'est de dire qu'elle favorise la prolifération et la différenciation cellulaire. Ça veut dire quoi? C'est que, avec des beaux mots, c'est de dire qu'elle permet à chaque cellule de vivre la vie de cellule à laquelle elle est destinée. C'est-à-dire que si ma cellule immunitaire est destinée à être une cellule immunitaire, eh bien elle va pouvoir optimiser son fonctionnement. Si ma cellule musculaire est destinée à être une cellule musculaire, elle va optimiser. Voilà, si la cellule osseuse, les cellules cérébrales, 600 gènes sont sensibles à l'action de la vitamine D. Toutes nos cellules sont sensibles à l'action de la vitamine D. J'aime bien le parallèle, c'est de dire que finalement, le soleil agit sur tous les êtres vivants terrestres et végétaux. La vitamine D agit sur toutes les cellules corporelles. C'est un peu pareil. Son champ d'action est aussi étendu que le champ d'action des rayons du soleil. Langage non médical, langage imagé qui permet de mesurer la portée de ce de quoi on parle. C'est bien ça, parce que sinon c'est des mots de docteur, ça va quoi. Autre médicament, alors 100% gratuit, 100% efficace, 100% biologique, la mastication. Ouais. Notre mastication est négligée et nous ne mesurons pas, écrivez-vous, l'effet papillon que cela déclenche sur l'ensemble de notre santé. Alors, mastiquer pour vous, on mastique jusqu'où? Le repère. Ouais. Tout à l'heure, le repère pour l'eau, c'était pipi clair. Ouais. Le repère de la mastication, c'est objectif bouillie. Faire de la bouillie. Dans la bouche. Dans la bouche. C'est ça. Toutes les mamans donnent à leurs enfants des purées, des compotes, des yaourts, des petits pots. Vous donnez à un enfant qui a 6 mois un onglet à l'échalote, une frite, ou vous donnez un morceau de carotte, même si elle est râpée, ça ne va pas bien se passer. Tous les enfants donnent à leurs parents de grand âge qui ne savent plus mâcher. Tout à l'heure, c'est pour les enfants qui ne savent pas encore mâcher. Pour les parents vieillissants
qui ne savent plus mâcher, qu'est-ce qu'on donne ? On donne la même chose. On donne des bouillies, des compotes, des yaourts, des petits pots. Et notre estomac n'a aucune dent. Moi, souvent, je dis ça aux patients, mais il n'y a pas de dent dans l'estomac. Il n'y a pas de dent dans l'estomac. Il y a souvent cette idée de penser que le boulot, il va être fait. Pourquoi ? Parce que... parce qu'on a de... alors moi, j'interprète. Ouais. On a des sucs gastriques qui font le boulot. Exactement. Et parce qu'au bout du compte, il y a des selles qui sortent et on se dit, c'est que le boulot l'est fait puisque je ne suis pas en occlusion. Sauf qu'on ne se rend pas compte à quel point le boulot est ou pas fait, c'est-à-dire est-ce qu'il est partiellement ou totalement fait. Il faut savoir que en comparaison, si vous voulez, alors moi j'ai beaucoup de comparaisons en magasin, je dis aux gens, mais finalement quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous préférez du carburant raffiné ou du carburant du goudron d'une plage échappée d'un tanker qui s'est échoué? Non, on préfère du carburant raffiné. Un boulanger préfère une farine du blé raffiné, du blé plutôt broyé, où il va tolérer une farine avec quelques morceaux de blé qui restent. Non, il va changer de blé, pour le coup, il change de fournisseur. Notre corps ne peut pas changer de fournisseur, et là aussi, il y a cette capacité d'adaptation assez phénoménale, et on ne se rend pas compte, chemin faisant, année après année, à quel point une mastication qui n'est pas optimale peut nous laisser entrer dans des troubles de santé dont on pense à certains moments que ça peut être normal, si vous voulez. Alors ça va être le ballonnement, ça peut être des gaz nauséabonds, ça peut être des flatulences inodores, mais alors après, ça peut être aussi une agression de la paroi de votre intestin. Parce qu'il l'intestin poreux aujourd'hui. L'intestin poreux, oui. Parce que, en fait, c'est une vérité de la palisse, mais dans notre organisme, à chaque étape, il y a des ouvriers qui sont faits pour faire le boulot pour lequel ils sont missionnés. C'est-à-dire la bouche, il y a quand même, regardez, c'est assez extraordinaire. Vous avez 32 dents dans la bouche, normalement. 20 sont des dents plates. Si c'est pas pour broyer les aliments, là quand même. Vous voyez, c'est marteau et enclume, quoi. Vous avez dans la bouche quand même une quantité d'enzymes fabriquées. Il y a une quantité d'enzymes différentes, dont la première enzyme pour digérer les sucres, par exemple l'amylase salivaire. Vous avez déjà des peptides, vous avez des molécules, des antibiotiques naturels dans la salive. Mais si vous salivez pas, comment est-ce que vous en avez les bénéfices ? Si vous avez dans la bouche la possibilité, ou plutôt laisser le temps à votre organisme de se rendre compte de qui arrive, vous avez à ce moment-là le pancréas, le foie, tout le monde se met en ordre de combat, si vous voulez, ou plutôt en disponibilité, pour pouvoir ici libérer tel type d'enzyme, là libérer tel autre type d'enzyme, en fonction de la nature de votre bol alimentaire. La mastication, c'est la seule étape volontaire de l'alimentation, c'est la seule étape mécanique aussi, et c'est une phase de préparation qui n'est pas négociable. C'est pas négociable. Alors, je vois que Solal, qui réalise cette émission, est en train de compter ses dents parce qu'il va mastiquer après l'émission. Ah oui, ouais. Objectif, alors sérieux, vraiment, l'objectif bouilli, le bénéfice de ça, il y a des personnes, beaucoup de personnes, juste en changeant ce point-là, perdent du poids. C'est-à-dire que quand vous mangez, que vous mastiquez, vous avez la sensation, la conscience de ce que vous mangez beaucoup plus. Forcément, vous avez plutôt tendance à manger moins, et forcément à être moins ballonné. Mais il faut manger des aliments qui aient de la consistance, parce que si on mange que des compotes, de la purée ou des aliments mous, on ne va pas mastiquer. Oui, c'est juste, je suis d'accord avec vous. Parce que le travail est déjà fait. Oui. Donc il faut bosser. Il faut faire confiance à la nature, si vous voulez. Alors c'est sûr que là, on ne parle pas de l'alimentation des fast-food. Alors moi, j'aime bien, je dis les bouffodromes, parce que comme ça, on voit bien à quelle vitesse on mange, ou c'est pas l'alimentation pré-broyée, là, c'est sûr. C'est de l'aliment mou. C'est pas de l'aliment mou. La nature, je veux dire, quand vous regardez le monde végétal, le monde animal, il n'y a quand même pas beaucoup d'aliments mous. On est d'accord. Donc c'est quand même ça, a priori, vers quoi on doit se diriger. Alors bien évidemment, il y a des moments où vous pouvez avoir une alimentation plus molle parce qu'il y a des impératifs qui s'offrent à vous, qui s'imposent à vous. Mais d'une façon générale, l'essentiel de votre alimentation, c'est une alimentation à broyer. Voilà. Alors, expliquez-nous, maintenant que j'ai dit que vous l'expliquiez bien, l'indice glycémique et comment ça fonctionne finalement. Vous l'appelez comment ? Alors, l'indice glycémique, je dis que c'est l'échelle de Richter du sucre. L'échelle de Richter, c'est une échelle qui est utilisée pour l'évaluation de l'amplitude des tremblements de terre.
Et de mémoire, elle va jusqu'à 9. C'est peut-être 7, mais c'est 9. 9 ouais. Ouais. Donc quand ça arrive à 7, c'est assez phénoménal. Et donc l'indice glycémique, c'est une amplitude de la variation du sucre qui est enregistrée en faisant un dosage de votre taux de sucre dans le sang. Après avoir consommé une certaine quantité d'aliments, vous avez consommé une certaine quantité d'aliments. Et après, pendant les 2 heures qui suivent, on a évalué chez une population de personnes quelle était l'amplitude, l'augmentation du taux de sucre dans leur sang. Alors moi, je dis, pour avoir un langage différent et j'espère plus clair, eh bien c'est comme une vague. Voilà. Donc, c'est comme les vagues aussi, d'ailleurs, des tsunamis. Pour prendre le coup, dans l'échelle de Richter, c'est exactement ça. Ce qui fait le danger, notamment des tremblements de terre, c'est les vagues et les tsunamis. Eh bien, si vous avez un indice de glycémique modéré, vous avez une petite vaguelette, donc c'est une petite variation du taux de sucre qui ne présente aucun caractère d'inquiétude. Si vous avez un indice glycémique plus important, on va dire modéré, eh bien là, c'est une vague, voilà. Et puis par contre, si c'est un indice glycémique élevé, là, vous êtes dans la vague de surf ou vous êtes dans le tsunami. Et l'impact sur la plage, pour toujours faire ce langage métaphorique, il n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'avec une vague de tsunami, il n'y a rien qui vous résiste. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les indices glycémiques, ça a très bien remplacé cette notion de sucre lent, de sucre rapide qu'il y avait avant. Et cette notion était basée sur des aliments qui aujourd'hui n'ont plus tellement lieu. Parce que le raffinage, notamment des céréales, a tout complètement changé la donne, si vous voulez. L'apparition des aliments industriels a complètement changé la donne. Quand on a commencé à parler des sucres rapides, des sucres lents, les produits raffinés, il n'y en avait pas beaucoup. Alors maintenant qu'on a raffiné, on a complètement bouleversé ce que la nature nous a donné. Et donc on ne peut plus utiliser la même langue. C'est plus les mêmes mots. Cette notion simple permet de retenir l'essentiel sur les IG. Oui. Vous les connaissez ? Alors les 7, je vais vous en dire quelques-unes. Oui. Vous me corrigerez sur celles que j'ai. Non, c'est pour ça. C'est pour qu'au moins les gens aient une idée de moyens mémotechniques. Eh bien, tous les produits fabriqués par la nature ont un indice glycémique modéré ou bas. Tous les produits fabriqués par la nature qui ont un indice glycémique modéré ou haut le sont du fait d'une transformation par l'homme. Et la transformation, c'est soit le raffinage, soit la cuisson. La cuisson change l'indice glycémique des aliments. Les protéines animales ont un indice glycémique modéré ou bas. Après, il faut que vous m'aidiez. Ou proche de zéro. Ou proche de zéro, parce que la viande, il y a un petit peu de sucre dans la viande, mais après, c'est toute une liste de. Je vais peut-être vous laisser. Connaître les IG permet de démasquer les sucres cachés dans un aliment du quotidien. Ah oui, alors que vous appelez-vous les 7P. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Je suis assez content parce que j'ai toujours eu cette volonté de me dire comment donner des messages. Vous savez, monsieur Robichon, je vais vous dire un truc, c'est que le centre de la mémoire et le centre de l'émotion au niveau physiologique, c'est au même endroit, c'est dans l'hippocampe. Donc quand vous savez parler à l'émotion des gens, vous avez gravé la mémoire. Et donc si on peut, avec un langage en consultation, dans l'intimité d'une consultation ou avec un livre, c'est une des ambitions de ce bouquin, si on réussit à tutoyer l'émotion des gens, on a gravé la mémoire. Et après, à un moment donné, peut-être qu'ils mettront ça en place. Et donc les 7 P, P comme pire, c'est quoi ? C'est le pain. Le pain, ce sont des indices glycémiques élevés. Alors, surtout le pain blanc, parce que là, c'est une bombe quand même. Le pain blanc, c'est 90-95 indices glycémiques. Pour vous donner une idée, l'indice glycémique de référence du sucre, c'est 100. Donc le pain... 100, mais la bière va plus loin. Oui, la bière va plus loin. Ce que vous expliquez. Oui, parce que la bière, c'est du maltose, et le maltose, c'est 2 molécules de sucre, l'une avec l'autre. Donc là, c'est vraiment un indice glycémique élevé. C'est une bombe. Alors, on y va pour les 7 P avant de se séparer. Oui. P, pain, pommes de terre, pizza, pâtes, plats préparés, pâtisserie, surtout les pâtisseries industrielles, popcorn et friandises. À côté de ça, il y a les outsiders, que j'appelle, c'est le riz blanc, et c'est la bière. Et les sodas. Et les sodas, oui, indice glycémique élevé. Ouais. Bien, et la suite est dans votre livre, docteur Olivier Van-Kemel, La santé, sans ordonnance, aux éditions du Rocher. Je rappelle que vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci. Pour retourner dans le Nord, chez vous. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.